Dans ce module, je vais, dans un premier chapitre, traiter de la norme générale comptable. Le deuxième chapitre sera consacré au plan comptable général des entreprises et, comme d'habitude, un exemple d'illustration sera traité à la fin du module. Le bilan, le CPC, ainsi que les 3 autres états de synthèse permettent normalement aux dirigeants des entreprises de prendre de bonnes décisions, aux investisseurs d'évaluer la rentabilité de leurs investissements et les risques qu'ils encourent, et au pouvoir public d'évaluer les recettes fiscales. Pour ce faire, les informations comptables et financières contenues dans ces documents doivent refléter la réalité ou l'image fidèle de ce que représente l'entreprise. En s'adressant à tous les agents économiques et pas seulement aux entreprises au sens étroit du terme, la norme générale comptable a pour finalité de satisfaire les 2 objectifs fondamentaux de cette norme que sont servir de base à l'information et à la gestion de l'entreprise et fournir aux utilisateurs des comptes une image fidèle de ce que représente l'entreprise. Les principes comptables sont des règles définies par le Code général de normalisation comptable. Ces règles sont obligatoires parce qu'elles permettent de rendre homogène la comptabilité. En respectant ces principes ou règles, les entreprises vont enregistrer leurs opérations comptables et financières en établissant le même modèle de bilan, de CPC et autres états de synthèse, d'où la notion de normalisation. Au Maroc, il existe 7 principes comptables. Dans ce chapitre, je ne vais pas détailler ces principes car vous n'avez pas encore les prérequis nécessaires. On aura l'occasion de les voir au fur et à mesure qu'on avancera dans le cours. Mais pour chaque principe, je vais donner une définition et un exemple quand il le faut. Premier principe, la continuité d'exploitation. Selon ce principe, l'entreprise est présumée établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Ce principe signifie qu'en établissant son bilan, l'entreprise intègre le fait qu'elle va poursuivre son exploitation au-delà de la date de clôture de l'exercice. Cela veut dire qu'en lisant le bilan, on doit pouvoir déduire que l'entreprise réalise ou compte réaliser des investissements, embauche ou compte embaucher du personnel, investit en recherche et développement, etc. Et si après, je vous ai mis quelques événements qui pourraient remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entreprise. Ces événements peuvent être d'ordre commercial, industriel, social, financier, politique, voire d'ordre naturel. Deuxième principe, la permanence des méthodes. Cela signifie que l'entreprise établit ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre. Dans le cadre du traitement de certaines de ces opérations, l'entreprise effectue des calculs la poussant à recourir à des méthodes d'évaluation qu'on aura l'occasion de voir plus tard. Pour des raisons notamment de comparabilité des exercices entre eux, l'entreprise est obligée, en vertu de ce principe, d'utiliser la même méthode de calcul, d'évaluation ou d'enregistrement. Parmi ces méthodes, je peux vous citer celles relatives
à l'évaluation des stocks, au calcul des amortissements, etc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on verra cela dans les modules ultérieurs. Troisième principe, le coût historique. C'est-à-dire, la valeur à laquelle est inscrit un bien reste fixe quelles que soient les éventuelles appréciations monétaires intervenues par la suite. Par exemple, un terrain acheté à 100 000 dirhams en 2000 reste inscrit à la même valeur d'entrée dans le bilan au 31/12/2013. Quatrième principe, la spécialisation ou encore la séparation des exercices. En raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement. Par exemple, des matières premières ont été achetées fin décembre de l'exercice N par l'entreprise. Le comptable, qui a calculé les charges d'exploitation pour cet exercice, n'a malheureusement pas eu le temps de les compter ou de les enregistrer parmi ces charges. Que se passe-t-il alors? Les charges de l'entreprise vont être minorées. Autrement dit, leur valeur va être réduite du montant de ces matières premières. Et par conséquent, le résultat d'exploitation, qui, je vous le rappelle, est égal à produit d'exploitation moins charge d'exploitation, va être gonflé, ce qui va en quelque sorte fausser la lecture du résultat de l'entreprise. Donc, le principe de spécialisation des exercices nous impose de rattacher à un exercice comptable ses seules charges et produits. Là aussi, on aura l'occasion d'approfondir ce principe avec le module sur les régularisations. Cinquième principe, la prudence. Cela veut dire que les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis à l'entreprise. Les charges, quant à elles, sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables. Être prudent en comptabilité signifie prendre en considération une perte probable, c'est-à-dire une perte qui ne s'est pas encore réalisée, mais qui risquerait de se produire. Par exemple, suite à des problèmes financiers, le client d'une entreprise risque de ne pas régler la totalité de sa dette. L'entreprise pourrait donc perdre une partie de sa créance client. On dit que ce client est devenu douteux. Ce principe, alors, impose à l'entreprise de prendre en compte cette perte probable. Comment? On aura le temps de le voir dans le module relatif aux provisions, donc plus tard. Être prudent en comptabilité signifie également de ne prendre en considération un produit que s'il est effectif. Par exemple, le terrain acheté par l'entreprise il y a de cela 10 ans à 100 000 dirhams vaut aujourd'hui 600 000 dirhams. Cela veut-il dire que l'entreprise a réalisé un profit de 500 000? Bien évidemment non, puisque l'entreprise n'a pas vendu le terrain et donc effectivement, il n'y a pas eu de gain réel. Sixième principe, la clarté. Il signifie que les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles. Par exemple, l'entreprise a acquis des matières premières auprès d'un fournisseur et en échange, elle lui a adressé un lot de produits finis. L'erreur à ne pas commettre est de compenser entre l'achat et la vente. Autrement dit, ce principe nous impose de considérer le lot de produits finis comme un produit et plus précisément une vente de produits finis et les matières premières comme une charge et plus particulièrement un achat de matières premières.
Il n'y a donc pas lieu de compenser entre le produit et la charge. Septième principe, importance significative. Les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. C'est un principe selon lequel certains aspects négligeables peuvent être laissés de côté en comptabilité et tous les éléments importants doivent au contraire être rendus publics. Comme le fait d'avoir licencié un salarié qui a intenté une action en justice contre l'entreprise. À votre avis, cette information est-elle d'une importance capitale? Bien évidemment oui, à cause du risque que court l'entreprise si le tribunal donne raison au salarié licencié. Car si cela se produit, l'entreprise devrait payer une pénalité assez élevée à son ex-salarié.